Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. Dans Bien dans son job aujourd'hui, on parle de la mobilité métier en entreprise, c'est l'enjeu géographique, c'est un élément très important et on va en parler avec Daniel Moret, le CEO de Golden Bees, il est notre invité. Les entreprises s'engagent, notre rubrique hebdomadaire, le programme CLIF de Randstad, vous en avez entendu parler, on en parlera dans quelques instants pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Et puis dans le cercle RH, on va faire du sport en route pour Paris 2024 et on parlera de la coopérative Wellcop qui soutient 3 athlètes paralympiques. 2 seront parmi nous avec la directrice de la communication de cette entreprise. On fera le point évidemment sur leurs engagements, le soutien de cette entreprise et puis ce dont ont besoin les athlètes paralympiques. On fera le point dans le cercle RH. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, réintégrer un collaborateur en retour de burn-out. C'est la mission de Clara Leparquet, elle est CEO de MTH Coaching. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle de la mobilité métier en entreprise et on en parle avec Daniel Moret. Bonjour Daniel. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Alors Golden Bees est souvent venu chez nous. Alors c'est vous qui depuis combien de temps avez repris les rênes de Golden Bees 6 mois maintenant. 6 mois. C'est vous qui êtes le CEO de Golden Bees. Rappelons que Golden Bees appartient au Figaro Classified. Classified. C'est quoi Golden Bees ? Alors Golden Bees, c'est alors maintenant c'est une PME, je dirais, plus qu'une start-up. C'est vrai qu'au bout de 7 ans, c'est déjà plus grand. C'est 60 talents aujourd'hui qui accompagnent les clients dans toute la démarche de marque employeur, de sourcing. Donc on utilise les formats publicitaires qui existent, on utilise notre technologie développée depuis le départ et améliorée, et on utilise notre data pour accompagner nos clients. Randstad, typiquement vous avez parlé de Randstad, est un de nos clients, on l'accompagne depuis longtemps, où on les aide à sourcer des candidats, à faire passer les messages de marque employeur pour les différents profils qu'ils peuvent recruter. Et ensuite on a une partie plus conseil, insight, accompagnement, où les entreprises se posent plein de questions. On va parler de mobilité aujourd'hui, mais des questions qui vont être liées à où on trouve les profils, comment on les adresse. Oui, ça c'est le casse-tête du moment là. Exactement, donc on va les accompagner sur l'étude sur cible, sur l'étude de marché et autres. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez utilisé et vous utilisez les outils de la publicité pour l'implémenter au RH. Ça, c'est très intéressant. C'est exactement ça. C'est en gros ce qu'on appelle programmatique. Et en gros, la data est importante. Qui on adresse ? Est-ce qu'on doit utiliser clairement la bonne offre d'emploi pour la bonne personne ? Et du coup, on va faire tout type de publicité. On va utiliser de la vidéo, de l'audio, on va utiliser des bannières de façon classique. Et surtout, on va utiliser également les moteurs d'emploi, donc les Indeed, les Nevoo et autres, Talent maintenant, dans lesquels en fait, l'objectif, c'est comme Google, c'est sponsoriser les offres et faire en sorte qu'elles soient plus visibles pour les candidats par rapport aux requêtes. Donc c'est ça. Et on va utiliser tout ça pour optimiser clairement le budget de nos clients. Vous poussez en quelque sorte indirectement les job boards aussi, puisque tout se fait sur les job boards, et vous valorisez certains recruteurs ou certaines annonces. On mesure tout, surtout. Et vous mesurez. Justement, c'est intéressant de vous avoir là sur le plateau en début d'année. C'est quoi la tendance ? Parce qu'on a vu la tendance télétravail, avec l'idée que s'il n'y avait pas dans la fiche de poste le télétravail, le collaborateur en général ou celui qui n'y allait pas. Est-ce que l'enjeu mobilité est important ? Et on voit que les deux sont intimement liés d'ailleurs, télétravail et mobilité. Alors c'est une bonne question. En fait, je pense qu'il y a 2 points de vue. Le point de vue du candidat, où clairement lui ce qu'il souhaite c'est de la mobilité, c'est de l'accompagnement, c'est faire en sorte qu'on réponde à ses questions, mais qu'on lui laisse suffisamment d'autonomie tout en l'accompagnant, donc c'est un peu complexe. Et d'un point de vue il veut un peu tout, quoi. Il veut un petit peu tout. Il veut un peu tout. Et côté recruteur, c'est dur de répondre à tout. En tout cas, il faut être outillé. Il faut faire en sorte que on puisse l'accompagner au maximum, sans pour autant créer cette frustration en interne. Donc la tendance, ça reste quand même la mobilité, l'accompagnement dans la mobilité. Qu'est-ce que vous appelez l'accompagnement dans la mobilité ? Alors, nous, je donne des exemples concrets. Nous, on va être capable d'accompagner, que ce soit dans la mobilité géographique, c'est-à-dire qu'on va avoir une personne chez nous qui nous dit je souhaite déménager à tel endroit, on va l'accompagner. Bon, déjà on est à 2 jours de présentiel chez nous, donc on va l'accompagner quand même également dans tous ces déplacements pour venir et également dans l'hébergement. Ça, vous parlez de vous là, parlez de vous en tant que patron et CEO qui essayez de faire venir les talents dans votre boîte. Alors ça, c'est effectivement ce qu'on fait de notre côté. Cordonnier bien chaussé. On essaye, en tout cas on essaie d'appliquer nos valeurs, donc intégrité, implication, faire en sorte que la responsabilité soit présente et l'agilité. C'est vraiment les 4 valeurs qui nous représentent et on essaye de les représenter également chez nos clients.
Donc quand vous emmenez votre petite mallette et vous dites, nous chez Golden Bees, on a déjà nous beaucoup travaillé sur ces sujets, vous apportez aussi quoi, des solutions à vos clients sur ces sujets, parce qu'ils vous disent, nous on n'arrive pas à recruter. C'est ce que vous entendez globalement. Clairement, c'est ce qu'on entend depuis 2 trimestres, on va dire. Presque 6 mois, quoi. depuis le mois de septembre. Peut-être même plus. Et on leur dit plusieurs choses. On leur dit, sachez vous adresser auprès des candidats, parce que si vous avez gardé la même façon de communiquer depuis des mois, des années, là il faut changer. Poubelle. Donc, retravailler votre employee value proposition, donc la façon dont vous allez communiquer auprès de ces candidats. Retravailler votre marque employeur. Oui. Donc, on n'adresse pas les candidats de la même façon. Ensuite, à partir du moment où vous avez validé tout ça, trouvez les outils qui vous permettent de piloter tout ça. En gros, je donne un exemple concret. Donc, moi, je suis un pur produit. Ça fait 8 ans que je baroude depuis Bordeaux et je viens sur Paris. En gros, les choses qu'il faut valider, c'est savoir si l'employé va bien. Donc, quand je dis qu'il faut faire des points réguliers, c'est chaque semaine lui poser la question « Comment tu vas ?» C'est basique, mais ça a le mérite d'être important. C'est du bon sens. C'est du bon sens. C'est vraiment beaucoup de bon sens. Comment tu vas au sens, est-ce que tu es bien dans ton poste? Est-ce que ta vie perso, ta vie pro se marie bien? Plusieurs questions à poser pour valider que tout va bien de son côté. Ensuite, si les managers, on va poser ces mêmes questions aux employés avec lesquels ils travaillent ou directement aux managers concernés. Et enfin, la RH a un vrai rôle à jouer de faire en sorte que le puzzle soit bien imbriqué, faire en sorte que le manager, l'employé dont on parle et les managers trouvent leur bon équilibre pour faire en sorte que ça fonctionne. C'est pas tout le temps facile, mais si en gros, beaucoup de bon sens en fait, c'est vraiment ça. Donc votre boulot, là je parle côté business, c'est d'accompagner les RH et les équipes pour quoi? Leur ouvrir les yeux parce que vous leur dites, écoute, ta com elle marche pas, tu sais pas attirer le bon talent. C'est ça les enjeux aujourd'hui. C'est tu sais pas produire quelque chose qui attire le regard. En fait, c'est essayer de répondre à toutes les questions qui se posent. Il se pose des questions sur comment ça se fait que je reçois si peu de candidats, voire comment ça se fait que j'en reçois pas, alors que le taux de chômage, même s'il est plus bas, il y a quand même des candidats qui sont présents sur le marché. Ça s'appelle la douche froide. Premier niveau, douche froide. J'ai pas de candidat. Deuxième niveau, c'est le sentiment que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est ce que me disent mes employés. Qu'est-ce que je fais mal? Et donc, empêcher la rétention. Et nous, on va arriver... permettre la rétention, vous voulez dire? Exactement. Et ensuite, nous, notre métier, ça va être de travailler sur l'étude sur cible, par exemple. D'accord. Faire des questionnaires en interne, faire un audit, des questionnaires auprès de la cible qui est la leur, et matcher le tout, et revenir après avec 50 ou 60 peut-être pages de PowerPoint pour leur expliquer voilà ce qui ne va pas, voilà ce qu'il faudrait mettre en place, et voilà comment le faire en court, moyen, long terme. Daniel, un petit mot quand même sur Golden Bees, parce qu'on voit bien un travail vraiment de business et de conseil et d'accompagnement, puis il y a un travail aussi d'études RH avec un vrai laboratoire et des experts. Ça, vous l'emmenez aussi chez vos clients pour apporter la preuve de ce que vous évoquez. Il sert à quoi, ce laboratoire? Ce laboratoire est précieux. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de data depuis la création en fait, de Golden Bees. On a tout misé sur la data. C'est-à-dire que pour cibler les bonnes personnes, il faut qu'on ait la bonne data. Et du coup, quand ils se posent des questions, nous, on va utiliser cette data pour questionner ces personnes-là, pour leur dire voilà le parcours par lequel ils passent, et pour arriver avec des choses concrètes, en leur disant voilà qu'est-ce que vous devriez mettre en place. Et ensuite, si vous souhaitez le mettre en place, on a les outils pour le faire. Si vous voulez utiliser quelqu'un d'autre, faites-le. Mais en tout cas, vous avez déjà la base de la connaissance. C'est la preuve par la data. C'est-à-dire, vous leur dites, regardez, ce que vous pensiez ne correspond pas à ce que les data nous disent. Notre data, on utilise également leur data, puisqu'on va interroger leurs employés, et on va utiliser également de la data externe. Donc, on va utiliser d'autres sites qui donnent la possibilité de pouvoir le faire, pour se dire, on n'a pas qu'une seule data qui est la nôtre, on a 3 datas qui disent la même chose, donc allez, c'est le moment d'y aller. Allez, engagez-vous, parce que c'est vrai que le marché du recrutement, aujourd'hui encore, il est très dur, il n'est pas florissant. Les candidats rushing, hésitent, et les entreprises, vous le dites, doivent se remettre un peu en question. Clairement, on en parle depuis longtemps de la marque employeur, elle s'est développée cette année. Mais là, il faut accélérer. Ouais. Merci Daniel Morel de nous avoir rendu visite, nouveau CEO depuis 6 mois de Golden Bees, baroudeur entre Bordeaux et Paris. Vous continuez toujours le Bordeaux-Paris. Bon, tout va bien. Alors, merci de nous avoir rendu visite. Notre rubrique, les entreprises s'engagent, c'est tout de suite. Et tiens, on parle de Randstad. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, Une Solution, ce réseau d'entreprises engagées pour créer de l'emploi chez les jeunes et aujourd'hui en direction des personnes en situation de handicap. Et justement, j'accueille François Moreau. Bonjour François. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir, secrétaire général de Randstad France, qui est un des leaders de l'intérim. Tout à fait. Si ce n'est le leader.
Un des leaders. Un des leaders, vous assumez un des acteurs majeurs de l'intérim en France, entreprise qui a été créée, fondée aux Pays-Bas, me semble-t-il. Tout à fait, exactement. Et vous êtes membre de ce réseau des entreprises s'engagent. À quel moment vous avez basculé? À quel moment vous vous êtes dit, ce réseau va nous être utile? Et on va parler évidemment des actions que vous menez en direction des personnes handicapées. Ce réseau va nous être utile. Alors, on est évidemment, nous, très concernés par le plein emploi, puisque, comme vous l'avez dit, on est à la fois une société d'intérêt, mais on est aussi une société de recrutement. Et les tensions de recrutement, on les voit au quotidien pour le compte de nos clients. Et donc, l'objectif, là, c'est de mobiliser à la fois les acteurs de l'État, les acteurs de l'emploi, côté public, et puis de les associer avec les acteurs du privé au niveau le plus local, c'est-à-dire au niveau du bassin de vie, là où vivent les gens, là où ils sont concernés par les sujets d'emploi, au plus près. D'où l'intérêt de ce réseau, de travailler la main dans la main avec d'autres acteurs qui sont des entreprises, elles. Exactement, tout à fait. Tournons-nous, parce que c'est de ça dont vous êtes venu nous parler. C'est un focus très intéressant, parce que depuis une semaine, pour ceux qui suivent nos émissions, nous parlons beaucoup de la situation des personnes handicapées à travers toutes ses formes. Et dans quelques minutes après vous, nous aurons des athlètes de haut niveau qui seront engagés au JO à Paris 2024. Il y a eu une rencontre d'abord pour commencer à raconter l'histoire avec une start-up qui est venue vous présenter son concept et vous êtes dit, mais non seulement c'est génial, mais on va bâtir un projet Cliff ensemble. C'est bien ça l'idée? Exactement, tout à fait. C'est une rencontre entre une entreprise adaptée qui accompagne finalement les personnes en situation de handicap. Dans la mobilité. Dans la mobilité et vers l'emploi. Et puis Randstad, qui est un acteur majeur de l'emploi et qui est capable finalement d'apporter ce dernier kilomètre, cette connaissance des entreprises, cette connaissance des besoins au plus proche des territoires. Je vais peut-être poser une question naïve, François, mais c'était pas adressé ce sujet de chez vos concurrents, de se dire on offre des emplois en intérim ou dans du recrutement classique, mais on n'est pas assez spécifique sur les questions relatives aux personnes en situation de handicap. Ça ne l'est pas suffisamment, parce que quand on regarde le taux de chômage de la population des personnes en situation de handicap, supérieur. 2 fois supérieur à la population générale. Et donc là, il y a une ouverture, je pense un regard différent lié à la situation de l'emploi. On se rapproche du plein emploi, il y a des tensions, on a du mal à recruter. Et donc il y a une ouverture, un regard particulier, enfin, on peut se dire, vers les personnes en situation de handicap, qui ont bien entendu des compétences disponibles immédiatement. Et donc, nous, on est très preneurs. François Moreau, du concret, ça veut dire que quand vous engagez ce processus Cliff, vous engagez les collaborateurs de Randstad et vous les formez et j'irais, vous les faites pivoter, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux. Pourquoi? Pour avoir une spécificité sur ces métiers? Oui, ce qui est important, c'est que c'est vraiment des agences dédiées. Aujourd'hui, on a 3 agences. Une agence à Saint-Denis, notre siège social, une agence à Lyon et puis une agence dans le Doubs, dans un écosystème tout à fait intéressant en faveur du handicap. L'objectif, c'est d'avoir en effet des consultants dédiés qui connaissent bien ces sujets et qui sont capables d'accompagner la personne jusqu'à l'emploi et après l'emploi, s'assurer que son intégration, son insertion au sein de l'entreprise se passe bien, avec souvent des missions d'intérim pour démarrer, ce qui permet de découvrir plusieurs secteurs d'activité, plusieurs métiers, voilà. Et puis ensuite de poursuivre en CDD, en CDI, avec de très beaux exemples qui nous donnent confiance dans l'avenir. Lesquels, par exemple? Freddy, 50 ans, plusieurs missions d'intérim dans la logistique et qui est passé en CDD, puis en CDI. Nadia, qui est en mission aujourd'hui dans un grand groupe d'énergie. Tous les deux en situation de handicap. Exactement, tous les deux en situation de handicap, moteur, et qui aujourd'hui est assistante commerciale pour une mission longue dans un grand groupe d'énergie. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Elles vous disent finalement, sans ce coup de pouce de Cliff, de l'initiative de Sand et de Randstad, elles auraient quoi? Elles auraient galéré à trouver un emploi? Oui, je pense qu'elles auraient vraiment galéré. Je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir ces expertises qui se complètent entre Sand, qui a vraiment une expertise particulière sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap, qui sont capables d'identifier notamment les compétences et les métiers, et puis Randstad, qui joue son rôle à plein de les accompagner jusqu'à l'emploi et après. Sand identifie, peut définir des compétences soft skills aussi chez les personnes handicapées. Il n'y a pas que des compétences techniques, on est d'accord? Bien entendu. Puis vous, derrière, c'est aussi d'identifier les entreprises que vous pouvez démarcher en disant, mais on a, alors vous ne trouvez pas peut-être chez des personnes valides, c'est ça en fait l'enjeu, mais on a la perle rare, voilà. C'est ça votre métier. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est d'ouvrir les viviers, c'est-à-dire que d'élargir, d'élargir et de se dire, oui, on vit des tensions très fortes, bien sûr. Pénurie de main-d'œuvre, très bien, mais il y a des viviers.
les personnes en situation de handicap en sont un, les jeunes en sont un autre, les seniors vont en être un également. Et donc, comment on a un focus particulier avec des spécialistes, avec des experts qui sont capables de nous accompagner. Un petit mot et double question. D'abord, les collaborateurs que vous avez fait pivoter et qui sont dans ces agences spécialisées, qu'est-ce qu'ils vous disent du sens qu'ils donnent à leur travail? D'abord, il y a un double sens. C'est vrai qu'on est dans un groupe où on accompagne, notamment en matière d'insertion. Bien sûr. Souvent, l'intérim est un premier marchepied vers le monde du travail. C'est vrai. Et donc là, il y a un double sens. C'est-à-dire qu'à la fois, on accompagne les personnes vers l'emploi, mais les personnes qui étaient en plus grande difficulté, finalement, pour trouver un emploi. Et donc, il y a une vraie satisfaction. C'est extrêmement agréable d'avoir des échanges avec ces consultants. Pour boucler la boucle, excusez-moi d'y revenir à ce réseau des entreprises engagées. D'ailleurs, chaque fois que Thibaut Guilluy, qui est le haut commissaire à l'emploi, vient nous parler, et qu'on salue d'ailleurs, on voit que ce réseau grossit, qu'il y a une vraie dynamique. Pour vous, c'est quoi? C'est rassurant? C'est aussi l'occasion de prophétiser, de raconter votre expérience? Comment vous faites? Pendant des années, finalement, d'un côté, il y avait les services publics de l'État en charge de l'emploi, et puis il y avait les entreprises. Ouais. Et on se parlait finalement assez peu, il faut le reconnaître. Le fait d'avoir... tourner le dos même parfois. Parfois. Le fait d'avoir, et c'est ça qui est intéressant, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau local, au plus près des bassins de vie, des acteurs qui se rencontrent, qui parlent des mêmes sujets, qui ont un objectif commun, qui est de mettre à l'emploi un certain nombre de personnes qui sont demandeurs d'emploi, ou qui sont dans des situations difficiles, c'est vraiment un objectif intéressant. Et pour illustrer cette action, on a mis en place, nous, une structure au sein de Randstad qui s'appelle Randstad s'engage, pour que le projet soit bien piloté au niveau local et qu'on soit en mesure de partager un certain nombre d'expériences. Au-delà des agences centrales que vous avez citées, que l'ensemble du réseau Randstad soit maillé, enfin, en tout cas sensibiliser à ces sujets. Tout à fait, c'est vraiment extrêmement important que ça se passe au plus près des territoires. Merci François Moreau de nous avoir rendu visite, de nous avoir fait transmettre cette espèce de passion là, qui vous anime. Secrétaire général de Randstad France, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Vous allez voir, vous n'allez pas être dépaysé parce que le cercle RH parle justement de la situation des champions de sportifs de haut niveau, handisport, engagés dans Paris 2024. Et il y a un élément fort, c'est qu'il y a une entreprise qui s'est engagée à leur côté pour les soutenir et créer un véritable projet d'entreprise autour de ces athlètes de haut niveau. On va les accueillir, on va en parler avec eux dans le cercle RH, juste après la pause évidemment. Le cercle RH en route pour Paris 2024. Oui, parce que ça approche doucement. Nous sommes en 2023, donc tout doucement, nous nous acheminons vers Paris 2024, avec aujourd'hui un focus sur les athlètes paralympiques. Oui, ils seront nombreux à porter ce drapeau bleu, blanc, rouge et ce coq, puisqu'en fait c'est le sponsor, le coq sportif, ce coq pour défendre les couleurs françaises. Et aujourd'hui, on va faire un focus entre ces athlètes paralympiques et des entreprises qui ont choisi de les accompagner. J'allais dire de les financer, de les soutenir et de créer des vrais projets d'entreprise. J'accueille Marine Danteroche. Bonjour Marine. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Direction et directrice de la communication de Wellcop. Alors un petit mot sur Wellcop, c'est important d'en dire même plusieurs. C'est vous le disiez vous-même, une pépite de 1800 collaborateurs qui est en fait un service dédié aux pharmacies et aux entreprises de santé. Voilà, la coopérative Wellcop est une coopérative de professionnels de santé. Son cœur de métier, c'est les pharmaciens. La coopérative a une gouvernance partagée entre un conseil de surveillance porté par des pharmaciens d'officine et une direction opérationnelle. Et on sert à la fois les pharmaciens et tous les professionnels de santé à travers une palette de services, des logiciels métiers, mais aussi des laboratoires dédiés de génériques, des laboratoires de produits de santé, un centre de distribution logistique, donc tout un écosystème de santé. Donc derrière cette initiative dont on va longuement parler sur ce plateau, c'est aussi tout ce réseau que vous avez embarqué. Ce n'est pas que les 1800 collaborateurs de l'entreprise, c'est aussi tous ceux que vous accompagnez et qui savent que Wellcop met le paquet sur ces sujets. C'est 4000 coopérateurs, c'est aussi les patients, c'est les pharmaciens d'officine et tous les professionnels de santé. Donc tout le monde se sentira concerné, enfin tous ceux qui travaillent dans l'écosystème Wellcop. Je vous présente mes deux athlètes. Alexandre Loveras. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes déficient visuel, champion paralympique du contre-la-montre et médaille de bronze en course sur route à Tokyo 2021. Donc vous avez déjà quelques palmarès et médailles accrochées autour de votre cou. On verra des images avec vous. On vous appelle le stalker. C'est ça. Exact. Et vous avez le pilote qui est devant.
le pilote, mon coéquipier Maxime Gressier cette année. Voyons l'image peut-être pendant qu'on en parle parce que c'est intéressant. Voilà, vous êtes un athlète, on voit évidemment l'effort que vous fournissez. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Puis on vous entendra tant sur vos performances que sur l'intérêt d'être accompagné par une entreprise. Et puis Dimitri Joviski, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Josviki, mais c'est pas mal. Josviki, vous voyez, pour une première, c'est quand même pas mal. Vous êtes paralysé cérébral, vice-champion d'Europe aux 100 mètres en 2021. Autant pour Alexandre, on comprend assez rapidement. Quelles sont vos difficultés, vous ? En fait, je suis atteint d'une tétraparésie, donc c'est une paralysie partielle des 4 membres, donc qui va me contraindre dans la course avec un déficit de mobilité, d'amplitude articulaire, des problèmes de coordination, et tout ça mis bout à bout pour faire 100 mètres, c'est un petit peu embêtant. Voilà, alors, ça permet de le courir quand même. Je vous ai posé exprès la question parce que quand vous allez nous donner le temps que vous faites aux 100 mètres, on va vous voir vous aussi dans les starting blocks parce que vous êtes un champion. Combien vous faites aux 100 mètres ? 11 secondes 21. 11 secondes 21, d'accord. Deuxième perf mondiale de l'année dans ma catégorie l'année dernière. Oui, parce que je suis allé voir, effectivement, vous avez éclaté les temps. L'année dernière, oui, j'ai plutôt bien performé. On est d'accord. Voilà. On est ravis de vous accueillir. J'ai envie de vous poser la question à tous les deux. D'abord, commencer par cette histoire et cette rencontre. Quand on est on fait beaucoup d'émissions sur ce plateau depuis une semaine sur les personnes en situation de handicap qui ne sont pas forcément des sportifs de haut niveau et qui nous racontent quand même leur galère pour se déplacer, pour aller au travail, leur galère pour trouver un emploi, leur galère pour être accompagnés dans la vie quotidienne. Comment ça s'est passé cette rencontre avec Wellcop ? Est-ce que vous vous êtes dit, là pour nous c'est un appui majeur pour réussir nos performances ? Bien, on a été contacté par Wellcop qui cherchait à créer un team d'athlètes paralympiques pour nous soutenir dans notre projet sportif et professionnel. Et en fait, ça a matché tout de suite puisque moi je suis nancéen d'origine. J'habite à Lille aujourd'hui, mais je suis nancéen d'origine, je suis ergothérapeute de formation. Donc en fait, j'ai été sensibilisé aussi au domaine de compétences de Wellcop et ça a matché tout de suite parce qu'on est dans des valeurs qui sont communes. Et donc c'est ce qui m'a fait... ce qui a fait pencher la balance. Alexandre, comment ça s'est passé et Gérard, qu'est-ce que vous vous êtes dit à l'intérieur de vous quand vous vous êtes dit, voilà, on me tend la main et on va me permettre, moi, athlète de haut niveau, on vous a vu quand même sur ce vélo en bleu, blanc, rouge, ça va me permettre d'aller encore plus loin. Et comme pour Dimitri, j'ai été contacté sur les réseaux sociaux et j'étais également je connaissais un petit peu le milieu de la santé, je suis étudiant en avant-dernière année de kiné, donc voilà, j'étais assez sensibilisé à ça. Et oui, c'est un soutien qui est vraiment très important pour nous en tant qu'athlètes. Pour ma part, ça me permet de bénéficier de 2 tandems très performants pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Et, oui. Et c'est un soutien qui est colossal. Ouais, parce que le matos, c'est un coût quand même. Hein. Il faut des vélos performants, on est d'accord, ça joue beaucoup. Totalement, ça joue énormément. Et voilà. En fait, c'est des petits pourcentages qui, mis bout à bout, permettent d'aller transformer de l'argent en or. Et c'est ce qu'on vise à Paris. Donc, c'est un soutien qui est vraiment incroyable. Marine, je ne voudrais pas oublier, je voudrais qu'on la voie, il y a une photo, et elle est importante cette photo, Anaëlle Roulet, qui sera elle aussi engagée en paralympique au dos, en natation, qui est une championne, elle aussi, on la voit sur les photos, elle est engagée dans le 200 mètres dos. Et on a une photo où vous êtes, hier les 3 athlètes, j'aimerais quand même leur rendre hommage, parce qu'on sera derrière vous, évidemment. Voilà, cette photo où on vous découvre, c'est les 3 athlètes engagés. Vous avez posé pour la photo, on a bien compris qu'il n'y avait que Dimitri qui allait courir le 100 mètres, les autres allaient faire du vélo et de la natation. Marine m'interroge, on a compris le processus, il y a une rencontre, il se passe quelque chose, on échange, il y a des projets professionnels et on va en parler. Côté entreprise, la direction, vous, et évidemment Rodolphe Zimmer, le DRH, quel projet vous bâtissez autour de cela ? Parce que c'est bien sûr qu'il faut tendre la main et accompagner, mais ça va beaucoup plus loin. Tout à fait. Au-delà, effectivement, du soutien, comme vous l'avez compris, logistique, financier, qui correspond exactement à ce dont ils ont besoin, on a souhaité envers un véritable projet d'entreprise et qui engage à la fois, qui donne du sens à notre activité en tant qu'entreprise de santé et qui engage tous nos collaborateurs et notre communauté plus large. Donc ça passe par... Notre objectif principal, il y a 2 volets. Il y a à la fois sensibiliser nos collaborateurs à la problématique du handicap, ouvrir les chakras, ouvrir les yeux. Et c'est aussi en fréquentant, c'est par la rencontre, c'est par l'échange qu'on arrive à se sentir mieux avec donc, ça. Donc créer des événements, créer des moments de rencontre. J'ai vu des photos, des événements créés. Voilà, à la fois des événements sportifs. On leur a proposé à nos collaborateurs d'aller assister à un entraînement de Dimitri. Oui. Et Dimitri a dit, même si c'est un événement off, combien la présence
humaine aide, donne le petit plus qui aide à aller plus loin. Racontez-nous le fait qu'on vous regarde. Après, vous transmettez, j'imagine, des quelques petits conseils. Exactement. En fait, ils sont venus pour une séance d'aérobie. C'est pas du tout mon dada. C'est des séances où on se fait assez mal. Ouais, c'est du fractionné, c'est quoi? C'est ça? C'est des séances où c'est en début de saison, en fait, on prépare la caisse physique parce que pour pouvoir enchaîner après, en fait, on s'entraîne pour pouvoir s'entraîner après encore plus. Donc c'est assez ingrat comme travail et c'est vrai que le fait d'avoir des collaborateurs qui sont là, déjà d'une part, ça permet de mettre des visages aussi sur le nom d'une entreprise. Nous, ça nous permet de voir autre chose que du tartan et la salle de muscu. Exact. Et puis surtout de pouvoir partager aussi ce qu'on fait, parce que c'est vrai que c'est tellement de moments des fois qui sont difficiles, où on est un peu seul avec notre entraîneur et dans notre microcosme. En fait. Surtout le 100 mètres, hein, c'est un sport. Alors le cyclisme aussi, mais le 100 mètres, c'est une sorte de bulle. Il faut rentrer dans une bulle. Ouais, c'est ça. On n'a pas trop le droit à l'erreur. Et c'est vrai que de pouvoir partager ça en direct avec des collaborateurs, c'est super important. Et ça nous permet aussi, moi, ça m'a galvanisé personnellement pendant cette séance-là. Et puis, en fait, vous savez inconsciemment qu'en 2024, il y aura les collaborateurs. Ils seront là. Enfin, même physiquement, ils seront là. C'est ça. En fait, on peut pas se mentir à nous-mêmes dans notre objectif de gagner une médaille. Mais en plus, on peut même pas. Vous pouvez pas lâcher. On peut pas lâcher parce qu'on sait que derrière, on n'est plus tout seul. Et ça, c'est vraiment hyper important. Dimitri, combien d'heures de travail par jour qui comprend la musculation, le sommeil, l'alimentation, enfin tous les sujets qui sont autour du sport? Pour ma part, en tout cas, je n'ai pas le sport le plus chronophage, mais ça me prend quand même plus d'une 30aine d'heures par semaine. Et puis à côté, il y a le boulot. Et vous travaillez à côté? Voilà, c'est ça. Je suis ergothérapeute à l'Association des paralysés de France depuis peu. D'accord, donc vous réussissez avec l'accompagnement de Wellcop et les espaces, le temps accompagné, j'imagine, pour pouvoir libérer du temps. Exactement, j'ai une convention d'insertion professionnelle en fait avec l'Association des paralysés de France qui me permet de travailler 2 jours par semaine et d'être libéré le reste du temps pour pouvoir m'entraîner et partir en stage. Vous ne vous connaissiez pas, j'imagine, avant d'être contacté sur Internet? Avec Alexandre, on se connaissait, on a des contacts en commun. D'accord. Non, parce que je dis, ah oui, d'accord, parce qu'ergothérapeute, kiné... Il y a peut-être des choses vous racontez des choses aussi. Exactement, non, il y a du sens. Il y a du sens. Effectivement. Combien d'heures par semaine ou par jour? Parce que le vélo, c'est pareil, c'est un sport d'une exigence incroyable. Ouais, c'est un sport très dur. Il faut s'entraîner par toutes les conditions. Voilà, comme l'hiver, quand il fait froid, qu'il y a du vent et qu'il pleut. On met le kawaii et on roule. C'est ça, exactement. Vous serez en piste, je ne l'ai pas dit, en piste et en route, hein, on est d'accord, hein. Oui, c'est ça, piste et route. Piste. Et donc voilà, contre la montre et course en ligne sur la route. Et en piste, c'est la poursuite 4 km. Et pour ce qui est de l'entraînement, revenir à l'entraînement, c'est environ 6 entraînements par semaine, 6 entraînements de vélo. Et ensuite, il y a 2 entraînements de préparation physique. Et donc pour un total de... Là, on a fait une semaine en décembre, par exemple, en Espagne, de 30 heures. D'altitude pour... Non, à plat non, là c'était un stage au bord de la mer, au soleil. Au soleil, d'accord. Donc parfois on vous emmène très haut pour faire des globules. Exactement, ouais. Mais c'est un peu plus tard dans la saison. Là, c'était juste pour profiter des bonnes conditions et accumuler des kilomètres avec le sourire. Quand vous savez, Alexandre, que Wellcop, avec des personnes qui vous suivent, qui vous accompagnent, qui vous envoient des mails, qui vous parlent, qui vous encouragent, est-ce que c'est un supplément d'âme qui vous donne encore plus de force? Ah mais c'est un boost fantastique. Ils sont aussi venus pour me suivre sur un entraînement à Roubaix à la piste quand on préparait la célèbre piste de Roubaix. Ouais. Et donc c'était super de partager, de pouvoir partager ma passion et d'expliquer un petit peu la piste aussi parce que c'est très spécifique, c'est une niche et encore plus en tandem. Donc voilà, c'était un immense plaisir de partager ça. Et comme dit Dimitri, moi aussi ça m'a boosté. Moi aussi c'était la plus grosse séance du stage et ça m'a bien aidé ça donne de la d'avoir force. ce soutien. Ah ouais, carrément. L'entreprise, alors là évidemment c'est un processus évolutif jusqu'à 2024. Quels sont les ressentis? Parce que vous vous occupez de la communication, donc vous êtes aussi là pour promouvoir cette action et cette initiative, mais vous avez la température de l'entreprise. Qu'est-ce qui s'y passe dans l'entreprise depuis que ces 2 athlètes, et ces 3, parce que je ne voudrais pas oublier Anaël, ces 3 athlètes sont parmi vous? Parce que j'ai envie de dire, ils sont parmi vous. Oui, tout à fait. On essaye de créer cette communauté et c'est ce qui partage est très beau et on sent cet engouement, cette curiosité, cet intérêt, cette volonté de dire comment moi je peux aider. Et donc pour revenir, il y a effectivement la mobilisation des collaborateurs. Il y a aussi l'idée, l'objectif, c'est que chaque collaborateur, 100% des collaborateurs puissent se dire moi aussi, je peux
travailler et accueillir un travailleur handicapé dans ma situation professionnelle. Donc ça, c'est un objectif très important. Ouais, je m'autorise. Il y a souvent des freins. Tout à fait. Dans un service, dans un bureau, et là on sort des JO, on se dit mon bureau n'est pas adapté, vous voyez bien qu'une personne handicapée ne pourra pas venir, le poste n'est pas fait pour elle. Enfin, tous ces sujets qui sont sur la table. Vous dites, on fait tomber les murs et les collaborateurs disent mais si, c'est jouable, enfin il n'y a pas de problème. Voilà, ça va se faire petit à petit. On co-construit même avec les athlètes, on co-construit le programme, on construit avec nos acteurs. Vraiment, le projet d'entreprise, c'est cette politique d'inclusion du handicap dans le monde professionnel, et c'est très important pour nous, c'est vraiment notre objectif principal. Ça prendra du temps, ça se construit avec les collaborateurs, mais ces freins, ils se lèvent, je pense, en fréquentant, en discutant, en échangeant, en partageant l'expérience et en partant de cette belle rencontre initiale. Et vous, c'est aussi Alexandre, c'est aussi une vitrine justement pour les personnes en situation de handicap, montrer que c'est pas une fatalité, que c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on peut pas faire de sport, qu'on peut pas travailler et qu'on peut pas faire des études. Donc voilà, ça permet c'est une belle vitrine sur le handicap pour tous les collaborateurs. Ouais, j'ajouterais que ça permet, à travers nos profils, de ne plus voir le handicap par la déficience de la personne, mais aussi par les capacités qu'il a. Mais oui, par la construction, la réussite. Exactement. Mais quand on vous voit sur ce plateau, vous allez me dire, j'ai presque l'impression de parler comme quand j'étais à Stade 2 il y a une vingtaine d'années, à des sportifs valides qui sont dans leur programme d'entraînement, qui ont mal aux jambes, qui se font mal, comme les. Non mais j'ai cette impression-là. Oui, parce qu'en fait aujourd'hui, pour gagner une médaille aux Jeux paralympiques, il faut s'entraîner comme un athlète valide et qu'il faut avoir le même professionnalisme. Aussi bien dans la façon dont on s'entoure que dans ce qu'on mange, que dans notre hygiène de vie au quotidien. Donc il n'y a pas de secret en fait. C'est un mode de vie. Exactement, c'est un mode de vie, il y aura une vie après les JO, il y aura 2024 et il y en aura d'autres. Vous êtes encore jeune, vous allez pouvoir poursuivre votre carrière. Qu'est-ce que vous attendez de la vie et de la poursuite de l'action Welcome? Vous dites, nous on continue avec eux. Comment vous voyez les choses? Parce qu'il y a cet objectif auquel vous pensez en vous levant tous les jours. Forcément. Sur le vélo, sur la piste, dans la piscine, c'est 2024. C'est avoir la médaille à Paris, évidemment. Et on se projette après, ou vous êtes Alexandre, Dimitri? J'aime bien cette question parce que c'est vrai que tout le monde est très focus sur 2024, mais nous aussi. Et il ne faut pas oublier que 2024, il y aura des heureux, il y aura des déçus, mais après, il faudra continuer. Et, pour ma part, je pense continuer jusqu'à 2028, voire 2032 après, qui sait, on verra. Dimitri, pareil? J'ai le même projet, effectivement. Pour moi, Paris, en tant que sprinter, ça sera à l'âge d'or. J'aurai 28 ans. Donc c'est vraiment l'âge. C'est le bon âge. C'est le début de l'âge de maturité d'un sprinter, donc ça me permet de continuer à en croire à mes chances de médaille, voire même à Los Angeles. Et après, pour l'Australie, on verra bien. Mais je me focus d'abord sur Paris 2024, je prends les choses les unes après les autres. Alexandre, Dimitri, le sport de haut niveau a changé votre vie malgré tout? Oui, bien sûr. Totalement. Bien sûr. Pour rien au monde, aujourd'hui, j'échange ma situation avec quelqu'un d'autre. Et mon handicap, aujourd'hui, je dirais que c'est ma force, c'est ce qui me permet de vivre tout ça. Et sans mon handicap, je ne fais pas les Jeux paralympiques, je ne collabore pas avec de grandes entreprises, je rencontre beaucoup moins de monde et ma vie, finalement, est beaucoup moins épanouie. Alexandre, pareil. C'est incroyable ce que vous dites, c'est très beau ce que vous dites. Totalement, j'y pensais encore il y a quelques jours. Quand j'étais petit, je rêvais d'être champion paralympique. Mais, tout petit, vous l'aviez en tête? Tout petit, disons vers l'âge de 8 ans, c'est ça. J'ai commencé à faire du sport, à m'entraîner. En athlète, en athlétisme au départ, c'est ça. Et j'avais ce rêve d'être champion paralympique. Mais j'ai jamais rêvé ni espéré vivre de ma passion. C'était même pas dans mes plans. Et aujourd'hui, grâce à la coopérative Welcome, grâce à tous mes partenaires, je peux vivre de ma passion tout en continuant mes études. Oui, parce que vous serez kiné un jour. C'est ça, exactement. Non, mais c'est important. Là, vous êtes encore en formation de kiné. Oui. Vous avez le temps de travailler un peu de masser un peu, ou vous faites que du vélo, parce que c'est pas simple. Non. Même pour une personne valide, de jouer les deux carrières. On le voit dans le fleuret, on voit dans les métiers, les sports peu rémunérateurs, où on a un métier et on s'entraîne. C'est très compliqué quand même de faire les deux. Alors, pour faire le métier, c'est encore plus dur. Mais pour les études, honnêtement, c'est jouable. C'est un juste équilibre. En fait, j'ai pas envie de faire que du sport. J'ai vraiment envie d'avoir cet équilibre entre le sport et les études. Et c'est une passion aussi, mon métier. Donc, oui, c'est ça. Quand j'y vais, je suis content d'y aller, d'apprendre. Et ça me permet de penser à autre chose qu'au vélo. Vous ressemblez à deux êtres très épanouis quand vous êtes sur ce plateau, très
très ancré, très structuré dans vos programmes d'entraînement. Vous, Marine, qu'est-ce que ça a changé aussi pour vous, la directrice de la com? Parce que l'air de rien, ça chamboule, ça modifie, ça change le regard. Quand vous êtes avec eux, ils sont dans l'entreprise, ils sont avec vous, Qu'est-ce que ça a changé? Oui, ils sont venus rencontrer notre personnel sur notre centre de distribution logistique. Oui, j'ai vu des photos. Qui ne pouvaient pas se déplacer. C'est une rencontre, vous voyez, c'est des personnes, des jeunes formidables, engagés, humbles, optimistes, qui correspondent à nos valeurs. Exactement. Moi, ça me touche parce qu'en fait, on a bâti ce projet à partir d'une rencontre humaine et ça va se poursuivre comme ça. C'est pas calculé. C'est-à-dire que ça va se poursuivre sur le long cours. S'ils ont besoin de nous après les JO, on sera là. Notre premier objectif, c'est de réussir cette politique d'inclusion du handicap, de changer le regard sur le handicap dans notre entreprise et puis, dans notre communauté. Reconnaissons-le, Anaël, Alexandre ou Dimitri, quand ils monteront sur le podium, et je leur souhaite de tout mon cœur, il y aura une petite larme quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas rien, quoi. Mais déjà, les rencontres avec eux qui ponctuent notre engagement sont déjà des moments très forts. Et effectivement, ce sera formidable, effectivement, s'ils montent sur le podium, mais j'espère vous avoir montré que c'était pas que ça. Non, c'était pas que la médaille. En fait. C'était pas que la médaille. C'est une aventure humaine que vous avez bâtie. Il y aura un après 2024 aussi pour World Cup. Tout est ouvert, oui, bien sûr. Et puis le sport, c'est la santé. Donc c'est notre engagement d'entreprise de santé, notre engagement sociétal, donc il va se poursuivre sous différentes manières. Vous avez quelques sportifs qui peuvent donner quelques conseils, en natation, en course à pied, en sprint, et pas seulement, parce que vous faites aussi du foncier, donc vous avez préparation physique. Pareil, vélo, il y a... Ça, vélo, en entraînement, tous les entraînements, un petit peu d'endurance. C'est pas mal. Ils partagent leurs conseils et ça peut marcher pour n'importe qui. Je vous dis un gros merde, parce que on peut pas, ça porte malheur de dire bonne chance. C'est quoi votre adversaire direct pour vous? C'est un Britannique et un Américain. Un Britannique et un Américain. Et un Chinois aussi. Et un Chinois. Je suis 4e, donc en fait c'est les 3 devant. Donc, 3 devant, et la route est longue pour les rattraper par rapport au temps de... Non, la route est pas longue, c'est 2 dixièmes, j'en ai un gagné par an. Et, un dixième par an? Un dixième par an, ça va, c'est ce que je fais depuis maintenant 2 ans, donc ça devrait le faire. Objectif, Alexandre, parce que en cyclisme, j'ai vu en handisport, c'est un peu pareil qu'en cyclisme classique. C'est quoi vos adversaires en piste? C'est ça exactement. Britannique, allemand Britannique et surtout un néerlandais qui m'embête un petit peu sur toutes les disciplines. Donc là, on travaille très dur tous les jours pour aller chercher l'or. En route Paris 2024, on vous regardera, on vous suivra et vous serez là. Welcome, bravo pour ce que vous faites. Merci d'être venu. Merci de nous avoir accueillis, c'est un vrai plaisir. Dimitri Josvicki. Exactement. Et oui, je l'ai bien dit à la sortie. Bravo. Merci Alexandre Loveras d'être venu sur notre plateau, ergothérapeute, futur kiné. Et merci évidemment à vous, Marine Danteroche, directrice de la communication de Welcome. Je remercie tous les collaborateurs et puis Rodolphe Zimmer, le RH, et toutes les équipes du COMEX. Merci. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Vous connaissez notre rendez-vous et on accueille tout de suite notre invité. Et pour terminer notre émission Fenêtre sur l'emploi, on parle du burn-out. Alors on en a beaucoup parlé sur les symptômes, sur la détresse qui traverse les collaborateurs. On en parle aujourd'hui maintenant sur comment réintégrer un collaborateur qui a eu un burn-out. Et on en parle justement avec Clara Leparquier. Bonjour Clara. Vous êtes CEO de cette société MTH Coaching avec une équipe de coachs qui prenait en charge notamment sur ces sujets de burn-out. Concrètement, d'abord, les salariés qui ont eu un burn-out, c'est une question un peu naïve, mais ils reviennent au travail ? Alors c'est une très bonne question et tous ne reviennent pas, bien sûr, parce qu'en fait, alors déjà, ce qu'ils ont souvent en commun, c'est qu'ils s'arrêtent un long moment, plusieurs semaines, plusieurs mois. Parfois, ça dépasse même une année. Et donc, évidemment, il y a beaucoup de remises en question, une coupure totale avec le travail pendant cette période. Et donc, on a 3 grands cas de figure. Le premier, c'est le salarié qui ne revient pas et qui a un autre projet professionnel. Le deuxième cas de figure, ça va être celui qui revient et qui reprend son poste. Et le troisième cas de figure, qu'on a aussi eu l'habitude d'accompagner, c'est quelqu'un qui va revenir en entreprise, mais qui va changer de poste. Alors, typiquement, récemment, on a accompagné un salarié qui trouvait qu'il perdait du sens dans son travail, qu'il était trop déconnecté du terrain. Beaucoup, hein. Voilà, et trop déconnecté du terrain. Et donc, il est passé d'un poste siège à son retour à un poste terrain, et ça lui convenait mieux.
Ce chiffre OMS, quand même, ça c'est un diagnostic que vous avez, vous, en tableau de bord. Un salarié sur 4 fera un burn-out durant sa vie. Oui, c'est énorme, c'est inquiétant. Effrayant. Inquiétant, ouais, c'est clair. Et c'est une statistique qui fait peur, et en même temps, ça veut dire qu'il est urgent pour les entreprises de se saisir de ce sujet, comme vous l'avez dit, dans la prévention, et aussi une fois qu'il y a un cas de burn-out qui a été avéré dans une équipe, se dire que c'est peut-être aussi un signal de potentiels autres cas qui pourraient intervenir dans cette même équipe, ou dans l'entreprise de façon plus générale. Alors, je vous pose la question parce que ça, c'est votre métier, c'est votre cœur de métier, c'est quand même de permettre à ceux qui souhaitent revenir de les accompagner. Oui. Il se passe quoi dans la tête de quelqu'un qui a fait un burn-out et qui dit je me sens maintenant capable, avec l'accord des médecins bien sûr, de réintégrer mon travail, voire même mon poste. Qu'est-ce qui se passe et de quoi a-t-il besoin ? Alors, il se passe un certain nombre de choses, et puis évidemment, dès qu'on traite de l'humain, ça peut être différent d'une personne à l'autre. Oui. Mais en général, ce qu'on retrouve assez souvent, nous, dans les personnes qu'on accompagne, c'est beaucoup d'appréhension. Et puis, il faut savoir que la personne n'est pas totalement rétablie forcément au moment où elle reprend, d'où aussi souvent des reprises progressives avec des mi-temps thérapeutiques. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'elle peut avoir peur du regard des autres, peur d'avoir failli, de ne pas avoir été suffisamment fort, d'avoir craqué. Une culpabilité aussi du collaborateur qui se dit j'ai pas été à la hauteur. C'est ça, j'ai pas été à la hauteur. Peur de ne pas être à la hauteur aussi au moment de la reprise. Donc vraiment un ensemble d'appréhensions. Quel va être le regard des autres, comment trouver le bon équilibre cette fois-ci. Parce que finalement, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans les, si je peux me permettre, clients au burn-out, c'est quand même des personnes très investies, très engagées. Ouais. Et donc, il y a quand même ce risque quand elles reviennent, même si on met tout en place pour limiter les risques de rechute, que très vite, le naturel reprenne le dessus. Donc, il y a un travail psychologique à faire en amont. Voilà. C'est-à-dire, la perfection n'existe pas en ce bas monde. Enfin, il y a un peu de ça chez ceux qui sont touchés par ce mal. Il y a souvent un souci de perfectionnisme. Il y a un autre sujet, et ça je pense que vous le traitez, parce que l'angoisse, c'est le regard des autres. Ça veut dire aussi, côté RH, préparer les collaborateurs à réaccueillir un salarié qui a disparu de l'environnement, de l'organisation, et à qui il faut redonner, j'allais dire, tout presque toute sa place. C'est ça, alors c'est ça qui est très difficile. Alors souvent, quelqu'un qui part et qui part pendant longtemps, ça génère peut-être aussi une charge de travail supplémentaire pour le reste de l'équipe. Et il y a quand même un certain nombre, encore aujourd'hui malheureusement, de préjugés sur le burn-out. Oui. Et donc, il peut y avoir aussi des collègues, parfois de la hiérarchie aussi, qui ne sont pas toujours très bienveillants par rapport à une personne qui a fait un burn-out et qui donc serait considérée comme faible. Voilà, bien sûr. Alors que c'est tout l'inverse, parce qu'en général, les tirs au flanc ne sont pas ceux qu'on va retrouver dans les cas de burn-out. Et en plus, il faut savoir, et ça j'insiste pour le rappeler, qu'un burn-out, c'est toujours la jonction entre une personnalité, donc un individu, et son environnement professionnel. Exact. Concrètement, l'impact, parce qu'on a ce chiffre pour conclure, l'impact est terrible pour l'entreprise si elle ne s'attelle pas à ce sujet. En fait, alors déjà, un cas de burn-out, c'est un coup d'absentéisme, avant l'absentéisme, peut-être de présentéisme aussi, et puis un coup d'image, de productivité, vu qu'en plus, ce sont souvent les bons salariés qui s'en vont, enfin qui font un burn-out. Et le risque après de la rechute, le risque d'un nouvel absentéisme, le risque peut-être d'un départ, si cette personne finalement ne trouve pas son compte, donc le coût du turnover, de la démotivation, et puis on l'a dit tout à l'heure, qu'il y en ait d'autres qui soient touchés par le burn-out. Merci Clara d'être venue nous éclairer sur ce sujet qui est un sujet sensible dont on ne parle pas beaucoup parce que c'est un sujet très pudique. Souvent, ça se passe évidemment dans l'intimité de la relation avec vous, avec vos coachs. Merci de nous avoir rendu visite. Vous êtes la CEO, la fondatrice de MTH Coaching et vous adressez notamment, pas seulement, cette question du burn-out. Merci Clara de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous tous pour l'intérêt que vous portez à Smart Job. Merci à toute l'équipe. Merci à Romain Luc à la réalisation. Merci à Alexis pour le son et merci à Nicolas Juchat pour son travail et son engagement. Merci à Laure Hélène pour l'accueil invité. Merci à vous. Je serai là demain, bien entendu. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.